Japon, 1er mars 1954. Un navire de pêcheurs, le Daigo Fukuryumaru, vogue près des îles de Midway Atoll, à la recherche de thon. L'équipage, pensant pouvoir attraper beaucoup de poissons, à cette période de l'année où il y a peu de compétition sur la mer. Alors qu'ils naviguent, une lumière aveuglante déchire le ciel, avant que ne retentisse l'écho d'une explosion. Ils ne le savaient pas, mais ils étaient en train de s'exposer aux retombées nucléaires de Castle Bravo, la bombe atomique la plus puissante jamais testée par les États-Unis. 1000 fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima et Nagasaki. L'explosion fut si dévastatrice qu'elle dépassa le périmètre dangereux établi par le gouvernement, atteignant l'équipage. Les 24 marins regagnèrent la terre 13 jours plus tard, souffrant tous de brûlures, de maux de tête, de diarrhée, de saignement des yeux, des gencives, et l'un d'entre eux, Akishi Kobayama, mourut de son exposition aux radiations suite à une longue agonie de 7 mois. Dans un ultime souffle, l'homme poussa une dernière supplique. Je vous en prie, faites en sorte que je sois la dernière victime de la bombe nucléaire. Il avait 40 ans. Cet incident a secoué toute la société japonaise, réveillant les traumatismes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ayant eu lieu 9 ans plus tôt, renforçant les mouvements anti-armes nucléaires qui étaient déjà présents à l'époque. Sur le plan de la culture, il a inspiré beaucoup de productions dans de nombreux médiums, dont un film sorti en 1959. Mais il a aussi et surtout inspiré partiellement un autre long métrage d'un certain Ichiro Honda, qui allait devenir l'un des plus importants de l'histoire du Japon. Sorti quelques mois seulement après l'incident du Daigo Fukuryumaru, il s'agit d'un film catalysant la rage de vaincre l'arme atomique pour la paix qu'ont causé 10 ans d'incidents nucléaires au Japon. Je parle bien sûr du premier film Godzilla, l'histoire d'une terrifiante créature marine réveillée du profond des abysses par les hommes. Venue pour tout détruire, ses ravages créent un duel dantesque entre elle et l'humanité, course à qui détruira l'autre en premier. Godzilla est l'une de ces rares icônes ayant réussi à dépasser le simple cadre du cinéma pour devenir un véritable phénomène de société et l'un des emblèmes du Japon à l'international. Sans parler des films, il y a des jeux vidéo, des comics, des spin-offs, des gammes de jouets et des communautés à travers le monde dévouées aux géants marins comme une secte occulte que l'on trouverait dans une nouvelle de Lovecraft. Je ne vais pas parler de tout ça, ni essayer de faire une rétrospective de la franchise Godzilla dans cette vidéo. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir si l'on peut trouver, dans le premier film de 1954, les raisons qui ont fait que le kaiju Ekaye est encore adoré de nos jours, 70 ans après sa première apparition. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur le film de Ichiro Honda, sa production, expliquer le message qu'il renvoie et voir les conséquences que ce film a eu sur le Japon. Et croyez-moi, son intérêt est loin de n'être que commercial. Godzilla, sous ses aspects de gros monstres débiles et sans substance, est en réalité l'incarnation de l'un des traumatismes les plus profonds de la société japonaise. Et qu'est-ce qu'on pourrait y voir si on poussait l'analyse plus loin? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Parce qu'Halloween arrivera dans quelques jours, nous allons nous plonger dans l'abysse pour partir à la rencontre du roi des monstres, découvrir ses secrets et résoudre ses mystères. Bienvenue dans Kagemusha, l'émission consacrée aux grands films du cinéma japonais. Lancez le générique. その人を離れて一人歩きはできん。Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Dans les années 50, un genre de film cartonne au cinéma, celui qui met en scène des gros monstres. La rediffusion du premier King Kong sur les écrans en 1952 connaît un énorme succès mondial, et différents projets du même acabit sont ainsi réalisés. On peut penser par exemple à Moby Dick de John Huston, adapté du célèbre roman éponyme, ou encore au Monstre des Temps Perdus, film états-unien réalisé par un Français. Ce dernier a d'ailleurs inspiré le producteur Tomoyuki Tanaka, qui avait besoin de quelque chose à présenter à la Toho, afin de ne pas revenir les mains vides suite à un voyage d'affaires infructueux. Tanaka imagine alors un film dont le titre serait The Giant Monster from 2000 Leagues Under the Sea, un croisement entre le Monstre des Temps Perdus et l'incident du Daigo Fukuryumaru, que je vous ai raconté dans l'introduction. En avril 1954, le projet fut ainsi lancé avec comme responsable des effets spéciaux le pionnier Eiji Tsubaraya, qui avait déjà travaillé sur certains des plus gros succès commerciaux de la Toho, et qui rêvait depuis des années de faire un film de kaiju, un genre japonais mettant en scène des monstres géants sur une créature marine. Dans ces cartons, il y avait par exemple le synopsis d'un film sur une pieuvre géante détruisant des navires de pêche dans l'océan Indien, ou encore un autre sur une énorme baleine attaquant Tokyo. Des éléments furent piochés à droite et à gauche dans ces projets pour être intégrés à ce qu'allait devenir Godzilla. Pour réaliser ce projet, la Toho embaucha un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Ichiro Honda, qui après avoir échappé de justesse à la mort pendant une bataille, devint un militant pacifiste anti-guerre. Son expérience personnelle au front l'a profondément marqué, au point qu'il en fit des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Il prit donc ce projet en apparence stupide et familial avec beaucoup de sérieux, se préparant à en faire un énorme risque
risque pour sa carrière, voyant en lui une métaphore parfaite pour parler de l'arme nucléaire. Il donna un ultimatum à son équipe et leur dit « Lisez le scénario, s'il ne vous convainc pas, dites-le moi tout de suite et quittez le projet. Nous voulons garder que ceux qui avaient une foi absolue dans le film près de lui. » Pour beaucoup, c'était ridicule de voir un réalisateur prendre autant au sérieux un film sur un dinosaure géant détruisant des villes. Pourtant, Honda n'en démordit pas, et avec Eiji Tsubayara, ils imaginèrent un film en stop motion, comme King Kong. Mais ils durent abandonner l'idée, car on leur dit que faire un tel film avec cette technique d'animation prendrait 7 ans. Alors ils imaginèrent autre chose et inventèrent la suitmation, une technique consistant à représenter une créature fictive par un acteur en costume, que l'on met ensuite dans des reproductions miniatures de décors faites avec des maquettes. Ce costume fut une vraie fournaise pour son acteur, le pauvre se retrouvant avec une masse étouffante de 100 kg sur le dos. Il devait essuyer des litres de sueur à chaque fois qu'il l'enlevait. Il suffoqua jusqu'à l'évanouissement à de très nombreuses reprises pendant le tournage. Et les deux esprits auteurs de Honda et Tsubayara utilisèrent de nombreuses astuces de ce style pour donner vie à leur film. Des marionnettes pour les plans rapprochés sur Godzilla, une corde de contrebasse engluée dans de la sève d'arbre pour donner son cri iconique, ou encore le nom de la créature, qui est un mélange entre les mots japonais pour gorille et baleine. Et c'est avec beaucoup d'artifices mélangés à des efforts aussi sincères que rigoureux que Honda devint le réalisateur d'un vrai chef-d'œuvre d'horreur, de science-fiction et de créativité visuelle. Godzilla sortit donc dans les salles japonaises le 3 novembre 1954, et il eut un effet aussi retentissant que ceux qu'il condamne, les bombes nucléaires, sur le cinéma. Remettons Godzilla dans son contexte. Le film sort environ 2 ans après la fin de l'occupation du Japon par les États-Unis, qui a instauré une censure sur quelques sujets graves, comme les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est assez difficile de se représenter la violence folle de ces événements, mais on parle de gens qui ont vu leurs environnements, leurs proches, leur monde disparaître d'un claquement de doigts. Un tel événement marque à vie, sans parler des séquelles physiques et des espérances de vie réduites à cause des radiations. Et quand vous empêchez les gens de parler du traumatisme causé par un tel cataclysme, d'une violence jamais atteinte avant dans l'histoire de l'humanité, ça crée des frustrations et ça envenime les tensions. Honda, qui je le rappelle, a été traumatisé par son expérience de la guerre, s'est donc chargé d'incarner tout le mal-être qu'ont causé les bombardements. Il déclara « Quand je revenais de la guerre, alors que l'armée revenait après notre défaite finale, nous sommes passés par Hiroshima. À l'époque, on disait que pendant les 72 années suivantes, pas un seul brin d'herbe n'y pousserait. Et ça m'a marqué. J'ai donc une sorte de haine des armes nucléaires. C'est horrifiant de fabriquer des armes aussi terribles et de les utiliser sur une ville puis une autre. C'est ce sentiment, pour moi, en tant que réalisateur, qui a fait que je n'ai pas hésité le moins du monde à donner vie à Godzilla dans le film. Godzilla, c'est donc un hurlement de terreur poussé par un vétéran de guerre qui constate les ravages que la bombe nucléaire a fait à son pays. La créature étant dans l'intrigue un dinosaure réveillé et métamorphosé par les retombées atomiques d'une bombe, comme le découvre un scientifique qui relève des traces d'éléments nucléaires dans une de ses empreintes. C'est une punition divine qui tombe sur l'humanité, et le film reste d'ailleurs toujours à la hauteur de quelques personnages et des foules qui voient leur ville détruite par cette force. L'un de ces personnages, pour mettre fin au duel qui oppose l'humanité à Godzilla, dont j'ai parlé plus tôt, en vient à mettre au point une arme encore plus dangereuse que la bombe atomique, un destructeur d'oxygène, dont il se sert pour éliminer le kaiju avant de mettre fin à ses jours pour que sa monstrueuse invention ne soit plus jamais utilisée, combattant ainsi le mal par le mal et illustrant parfaitement le cercle vicieux que représente la guerre nucléaire. Ce film a également un sous-texte écologique assez marqué. Il est clair que la transformation de Godzilla par les radiations lui fait souffrir le martyre, comme le reflètent ses yeux exorbités dans ce film. La créature souffre jusqu'à la folie, au point que s'en prendre à l'humanité devient son seul moyen d'oublier un peu sa douleur. C'est ainsi que l'on pourrait voir Godzilla comme une vengeance envoyée par la nature pour faire payer l'humanité des dégâts qu'elle lui a infligés. Et à notre époque, où la pollution a atteint un tel niveau qu'on retrouve des particules de plastique dans l'oxygène et dans la nourriture, ou encore que des maladies de plus en plus dangereuses apparaissent, il est intéressant de voir le film de 1954 sous cet angle. Comme je viens de vous le montrer, le premier Godzilla est un film qui n'y va pas loin morte et assume pleinement tous ses partis pris, qu'ils soient artistiques ou politiques. Il est profondément engagé contre l'arme atomique, contre les violences faites par l'homme à la nature et contre la guerre en général. Il fut un franc succès commercial, s'exportant rapidement à l'international, dont aux US sous une version remontée. Saisissant le filon, la Toho fit de la bête la mascotte d'une franchise cross-média qui allait perdre son sérieux et devenir l'héroïne d'autres films autant plus familial, léger, bon enfant. Mais avec le temps et sa transformation en franchise cross-média internationale, est-ce que Godzilla est resté ce cri d'alerte qu'il était censé être dans son premier film ?
Avec le temps, Godzilla est devenu une star internationale ayant une carrière cinématographique à la fois aux États-Unis et dans son pays d'origine, comme de nombreux autres films devenus des franchises. Si certains opus essaient encore de conserver l'horreur du premier film, Godzilla est aujourd'hui moins une mise en garde contre la bombe atomique qu'une bête de foire que l'on peut jeter dans des gros spectacles, comme des univers étendus à l'ambition du MCU. Cette popularité a permis à Ishiro Honda d'attirer une visibilité mondiale sur ses films, dont aucun réalisateur japonais n'a bénéficié avant Hayao Miyazaki et le studio Ghibli. Bien qu'il était loin d'admirer la direction que sa créature a prise, il s'en est accommodé avec le temps, étant simplement heureux de pouvoir faire des films et de rester loin des horreurs de la guerre. Il déclara « C'était un plaisir pour moi de faire des choses dont les gens pourraient se souvenir. Si je n'avais pas fait Godzilla ou La prisonnière des Martiens, ma vie n'aurait pas été la même. Il n'y a rien de tel que la joie que je tire de ces films. » Même si la franchise fait indéniablement vivre Godzilla dans l'imaginaire collectif, lui permettant de toujours proposer des bons films de nos jours, on a perdu un peu de sa substance. Je ne dis pas que les blockbusters qui ne veulent faire que du spectacle avec Godzilla ne méritent pas d'exister, mais les meilleurs blockbusters sont ceux qui parviennent à mélanger le spectacle à un fond palpable. Je ne pense pas, par exemple, que dans 10 ou 20 ans, les gens regarderont encore les films Godzilla vs King Kong, là où on regardera encore Minus One ou le premier film de 1954. Les meilleurs films Godzilla sont ceux qui gardent un ton proche du premier film de 1954, comme en témoigne Minus One, le dernier volet en date de la franchise, que j'ai personnellement adoré comme beaucoup d'autres personnes. Les créateurs l'admettent eux-mêmes, ce film a été fait pour rendre hommage au premier volet de 1954, et du haut de ses 15 millions de dollars de budget, ce qui est vraiment tout petit pour les blockbusters de notre temps, ce film humilie tous les navets exécrables de Marvel, que ce soit en termes de narration, de mise en scène, de réalisation, de colorimétrie, de scénario ou tout simplement d'émotion. C'est une déflagration, un feu d'artifice, une bombe nucléaire qui se savoure sans ménager son plaisir. Le genre de blockbuster vraiment bien fait pour lequel on est heureux de payer entre 9 et 14 € pour le voir. Comme quoi, 70 ans après sa première apparition, Godzilla demeure une créature qui suscite la fascination de millions de personnes à travers le monde. Bien sûr, voir un gros dinosaure détruire des villes et faire résonner son cri dans le chaos qu'il vient de causer, c'est une vision qui excite et fait se dresser les spectateurs dans leur siège. Mais Godzilla est aussi et surtout un symbole du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de la peur de voir un jour l'arme nucléaire être utilisée à nouveau. C'est une figure qui a traversé les générations, passant de monstres représentant l'arme nucléaire à protecteur du Japon, à kaiju adoré du monde et super-héros faisant partie d'un vaste univers étendu. Si Godzilla est une force de la nature venue détruire le monde des humains, elle leur donne, par la même occasion, la possibilité de bâtir un monde meilleur, sans armes nucléaires, sans guerre, sans idéologie mortifère, ou au moins de l'imaginer. Une créature devenue un canevas idéal pour plusieurs générations d'artistes qui ont fait des choses avec Godzilla auxquelles Honda n'aurait pas songé, tout comme personne n'aurait songé au film de Honda tel qu'on le connaît, car étant un bijou d'ingéniosité. Et je pense tenir là la raison pour laquelle Godzilla est encore si populaire de nos jours. Le premier film Godzilla met en scène une créature qui représente à la fois toute l'horreur de la bombe nucléaire et la peur intemporelle de l'homme de voir un jour son monde être ravagé par une force qui le dépasse. Une terreur ancrée dans l'humain qui le fascine et l'effraie, qui était déjà visible il y a bien longtemps dans les récits de l'apocalypse des religions abrahamiques ou du Ragnarok de la mythologie scandinave. Représentez cette peur par le biais d'un gros dragon trop cool et vous venez de lancer une franchise bientôt centenaire. Ce que Godzilla représente est universel, ce qui fait de lui un parfait outil pour parler de sujets divers, tels que l'écologie, les regrets, les conflits internationaux, le Japon, l'héroïsme et j'en passe. Malgré qu'il soit très simple dans la forme, Godzilla est une créature aux innombrables possibilités avec laquelle il est toujours possible de faire de nouvelles choses. Et c'est pour cette raison que Godzilla est encore une franchise en pleine santé et mondialement aimée 70 ans après sa naissance. Regarder des films de 1930 en noir et blanc, parfum dépression et crasseux guyanais, c'est quelque chose que l'on fait souvent quand on est cinéphile. Mais des fois, se rattacher à des choses simples et populaires, ça fait du bien, surtout quand elles sont bonnes. C'est également important de rester ouvert à toutes les propositions cinématographiques, peu importe leur provenance, afin de ne pas rater un bon film comme Godzilla. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, la liker, la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je fais plusieurs émissions consacrées à de nombreux aspects du cinéma, donc Agemusha, à laquelle cette vidéo appartient, une série consacrée aux films japonais. Que vous soyez un cinéphile ou juste une personne curieuse à la recherche d'histoires passionnantes, vous êtes les bienvenus ici. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci à tous pour votre soutien et votre intérêt pour mon travail. J'aurai très bientôt le plaisir de vous retrouver juste ici, sur cette chaîne.